Sébastien, on y va. Présent. Monsieur Pascal Horry, représenté par monsieur Alain Bonnefoy. Madame Marie Sora. Présente. Monsieur Bernard Bourgi. Présent. Madame Florence Tessier. Présente. Monsieur Frédéric Tosca. Présent. Madame Elisabeth Noir-Raymond. Monsieur Louis Rocher, représenté par Marie Sora. Madame Joël Gomez, représentée par Bernard Bourgi. Monsieur Marcel Collet. Présent. Monsieur Guillaume Constant. Présent. Monsieur Alain Bonnefoy. Présent. Monsieur Jean-Pierre Jaurès. Présent. Madame Pascal Guillet-Fournissier est représentée par monsieur Claude Vial. Madame Lisa Collanger. Présente. Madame Maria Bonavent. Présente. Sera représentée par Florence Tessier. Elle est là. Mais elle va partir en cours de séance, donc elle sera représentée par Florence. Madame Géraldine Vincent. Présente. Monsieur Jean-Pierre Jana est représenté par Elisabeth Léon-Royer. Monsieur Sébastien Roux. Madame Gilles Garchin-Milad, représentée par monsieur Guy Ponson. Madame Pauline Granger, représentée par monsieur Michel Béal. Monsieur Michel Béal. Monsieur Pierre Chenet. Présent. Monsieur Frédéric Guigonnet. Représenté par monsieur Pierre Chenet. Madame Suzanne Forêt. Présente. Monsieur Jean-Philippe Granger. Présent. Monsieur Patrice Ferrard. Présent. Monsieur Yvon Valère. Présent. Madame Béatrice Brevet. Présente. Merci. Alors, notre dernière séance du conseil municipal était celle du 14 septembre 2017. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au compte rendu ou des remarques? Donc, je le considère comme approuvé. Sur les arrêtés, pardon. Non, c'est juste une petite remarque. J'ai été trop vite. Non, j'ai déjà dit une première fois, j'ai chanté le reste. On renvoie toujours le reste. Je pense que c'est volontaire. Non, Oui, c'est volontaire. non, c'est pas volontaire. Si, c'est volontaire. Ouais, c'est pas la bonne. Mais c'est là, merde. Alors, c'est l'adresse qui a dit. Oui, mais je l'ai changé. Ben non. Et c'est Morgane qui a fait les. C'est Morgane. Et elle a son ancienne liste. Ok. C'est Morgane. On va essayer de faire disparaître l'ancienne adresse de... C'est celui pour proposition. Quelle idée aussi de changer de place. Ça n'a pas marché. Alors. Ça n'a pas marché. Oui. D'accord, donc c'est pas de remarque sur le... Et sur les arrêtés, j'en étais là, oui. Oui, sur les arrêtés concernant l'étang de pêche. Oui. Si tu auras quel endroit? Pardon, ici tu auras. Donc l'étang de pêche qui est donc en cours d'étude devrait se situer sur la zone vers la boule de semaine, pour faire simple. Comme ça, c'est facile à localiser. Hein? C'est un travail qui est fait avec la société de pêche locale, hein, qui a pris la maîtrise du terrain récemment, donc qui est propriétaire d'une parcelle. Je trouve que cette parcelle jouxte les parties dont nous-mêmes on est en charge au titre du domaine public concernant le barrage. Voilà. Et donc c'est à côté de la boule de semaine. Ça c'est facile à situer. C'est bon sur les arrêtés? Très bien. Alors, le point numéro 1. Désolé. Faut pas changer de numéro. Le point numéro 1. Voilà. Donc je vous rappelle qu'on est rentré dans un accord et une convention avec le département pour la prise en charge du coût de la restauration scolaire au collège public. Cet accord et cette convention courent maintenant depuis 2 ans. Madame la conseillère départementale, c'est la 3e année qu'on entame. Et donc, chaque année, on prend une classe supplémentaire. Donc on a pris 6e, 5e, on en est au 4e, il nous restera les 3e, et après on sera au bout de l'accord. Ça veut dire que le département prend en compte, il les avait déjà à charge avant, tous les extérieurs en règle, et progressivement sur ces 4 ans, tous les élèves auraient quoi. Donc il assure le coût de la restauration,
Et puis, il refacture aux parents le même tarif que dans tous les collèges du département, puisque la restauration dans les collèges du département, c'est un tarif unique, quelle que soit la manière dont la préparation des repas est faite, et il y a des formules un peu différentes. Dans ce cadre-là, on a entrepris, conformément à la Convention, une renégociation du prix de revient de repas, pris en charge par le Conseil départemental. Dans la Convention, jusqu'au 1er janvier de cette année, le département remboursait sur la base d'un prix de repas de 6,95 €. Dans cette renégociation, prévue par la Convention, alors la renégociation, c'est d'abord fournir les éléments comptables de la restauration, hein, c'est le premier point. Voilà. Et puis à partir de là, regarder quel est le prix de revient réel d'un repas et tendre vers le fait que le département couvre ce prix de revient réel. Donc le département a donné son accord et a délibéré pour porter ce prix de revient qu'il nous reversera à 7,20 €. Et cet accord est pris bien sûr avec une application rétroactive au 1er janvier 2017. C'est un accord pour l'année 2017. Bon, le temps de le mettre en place, le temps de le négocier, le temps de le passer au conseil départemental et de le valider ici, ça a pris comme ça 8-9 mois. On devrait être dans ce cycle un peu toutes les années de rediscussion, pas forcément d'augmentation. Oui. Ça fait combien de repas par an alors Combien de repas? Alors, on va dire, sur la commune de Rec, globalement, plus de 70 000 repas, 71 000. Hein. Sur les collégiens, 30 000, c'est entre 30 et 35 000. Dans ces 30-35 000, il y a évidemment tous les collégiens publics, il y a aussi des collégiens privés. Hein. Donc, je n'ai pas l'écart entre les deux. Après, sur le processus, nous, il nous reste à charge encore les 3e et les 4e. Les 3e. Donc, il ne nous reste plus que la partie du nombre d'Orécois de la classe d'âge 3e. Tout le reste est pris en compte. Ça fait une progression par an de la convention du département, on va dire de l'ordre de 15 000 €. Pas cette augmentation, hein. Je ne sais pas si je suis clair. Le fait qu'ils prennent chaque année une tranche d'âge, ça représente un delta de 15 000, 20 000 € en fonction de la tranche d'âge. Hein. Voilà. Donc il y a encore un pas d'un peu plus de 15 000. Le département, quand il aura complètement rempli ses obligations, il sera autour d'une charge qui représentera une centaine de milliers d'euros. Voilà. Sur cette augmentation, alors augmentation, je précise bien, ça ne change rien pour les familles, hein, on est clair. C'est-à-dire que le tarif du département, il est fixé, il est le même sur tout le département, il est le même pour toutes les familles. Donc ce n'est pas les familles qui sont touchées, c'est bien la prise en charge par le conseil départemental. Voilà. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Dans l'année qui vient, on sera amené à reconsulter sur la fourniture des repas, puisqu'on arrive en bout de cycle de notre contrat précédent avec l'API qui dure depuis 3 ans, la 3e année. 2 ans plus une année. Voilà, 3 ans. Donc on reconsultera avant l'été, dans les 6 premiers mois de l'année, sur cette prestation. Alors, le point numéro 2. On est dans le plan de désherbage de la commune, le zéro phytosanitaire. Bon. La communauté de communes, à travers sa commission de travaux, on fait partie Bernard, a essayé, mis à l'essai, un matériel de brosse portative, on peut fixer sur les engins devant, donc brosse métallique, permettant de désherber le long d'un certain nombre de trottoirs. Maison éventuellement. Voilà. Les membres de la commission de travaux de la communauté de communes ont trouvé que les résultats étaient convenables. On peut dire ça? Oui. Ce type de matériel, pour tout dire, n'a pas forcément enthousiasmé les représentants aurécois. Mais les collègues ont trouvé que les résultats étaient plutôt convenables. Et donc la communauté de communes a décidé d'investir dans le fait de mettre à disposition de chaque commune un matériel de ce type pour le mettre en œuvre, pour le faire fonctionner et puis voir un peu les résultats que ça apportera.
Voilà, donc dans ce cadre-là aussi, donc on nous met en place ce matériel gratuit, avec en plus un jeu de boss, je ne sais plus combien, mais ou un renouvellement, je ne sais plus. Et en contrepartie, la commune, elle, s'engage à utiliser ce type de matériel sur les voiries et espaces communautaires, donc zone industrielle. Hein, trottoir, hein, bien sûr, hein, voilà. Bon, dans la pratique, oui. Les zones industrielles, il n'y a pas de trottoir enrobé, c'est tout de la terre. Donc comment on va faire? Il y en a des bouts quand même, des petits bouts. Si, il y en a des petits bouts. Si, tu veux faire, il y en a des petits bouts. Donc, en pratique, on le faisait déjà. Et la remarque de M. Perard est fort judicieuse. La plupart de ces espaces n'ont pas vraiment de trottoir. Voilà. Mais cette contrepartie, elle vaut pour chaque commune du territoire. Hein, voilà. Donc, on passe, je vous propose d'approuver une convention avec cette mise à disposition de ce matériel et cette contrepartie qui est de dire qu'on assurera cet entretien de ces bouts de trottoirs et autres liés à nos zones industrielles et artisanales, sachant que c'est déjà nous qui faisons l'entretien de ces secteurs-là, en plus. Voilà, c'est pour un an, c'est par tacite reconduction, et surtout on essaiera de suivre l'avis de ce matériel pour porter une appréciation réelle sur l'efficacité. Oui. C'est quoi le taux de rendement de cette machine? Rendez-vous dans un an. Je vous invite à le suivre. Je pense que le taux de rendement, c'est comme la vitesse de refroidissement du fût. Ça prend un certain temps pour le connaître, mais un certain temps, on ne sait pas combien. Je pense que sur ce type de machine, le conducteur est déterminant, à la fois dans le taux de rendement et dans le taux de casse, voire dans le taux de dégâts collatéraux. Voilà. Et que donc, ce matériel, ce qu'il faut peut-être essayer de cerner la première année, c'est dans quel type de situation il peut être utilisé et il est efficace. Sûrement qu'il y a des zones où son application peut apporter quelque chose. Hein. Alors, je crois qu'on ne vous présentera pas ce soir le rapport sur zéro phytosanitaire, donc ça fait la transition. Si vous voulez, ça reste un vrai challenge, le zéro phytosanitaire. C'est-à-dire qu'on y est, puisque nous, on a pris le parti d'être vraiment à zéro. Et d'y être rapidement, tout de suite. Donc on n'utilise plus les produits. Voilà. Après, sur la résolution, c'est-à-dire sur l'entretien et la qualité de l'entretien des espaces, et comment aujourd'hui on résout le problème des divers graminées qui peuvent pousser ou autres, ben, on y est comme les autres. C'est-à-dire on essaye là une brosse, on a utilisé des lances thermiques pour brûler les herbes, on désherbe à la main aussi, il n'y a pas pour le moment de solution ayant le rendement de l'utilisation des produits phytosanitaires et permettant d'être au même niveau d'entretien. Donc pour le moment c'est moins bien, si l'objectif c'est que partout il n'y ait pas d'herbe, ou bien alors il faut que les gens s'accoutument à une forme d'entretien plus léger, moins agressif, moins parfaite. Voilà. Parce que l'essentiel pour désherber quand on est à zéro phytosanitaire, c'est l'huile de coude. C'est à peu près ce qui marche le mieux. C'est le personnel. Le reste... Plus d'enrobé, moderne. Plus d'enrobé, moderne. Ce qui est peut-être pas non plus idéal au niveau du bilan carbone. Mais bon, ça peut faire partie des dégâts collatéraux. Mais oui, ça suppose d'avoir beaucoup moins d'espace ou de réduire les espaces aussi entretenir. C'est peut-être une démarche. Ou de laisser et négliger certains espaces, de considérer que tout n'est pas indispensable et stratégique et qu'à des endroits on peut laisser pousser l'air. Là, il s'agit d'approuver la convention. Là-dessus, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie et on essaiera de rendre compte de l'utilisation de la machine. Alors, sur l'eau, pour les quartiers de Nurol, Nurlet, les Combes, on a donc ouvert l'appel d'offres concernant ce chantier. Alors ce chantier, c'est 4 km de canalisation d'eau et c'est une centaine de branchements. 105. Donc c'est la totalité de l'itinéraire du pont jusqu'au bout.
Voilà, c'est un chantier qui devrait pouvoir démarrer en janvier. Hein, on fera comme d'habitude une réunion avec tous les gens concernés courant novembre. Qui est arrêté, oui, on arrête. Qui est arrêté, voilà, où on invitera tous les riverains pour présenter le chantier, sachant qu'on est sur une voie aux caractéristiques parfois un peu étroites et que donc le chantier amènera aussi des contraintes aux riverains pendant la durée du chantier, de manière classique. Hein. Donc il faudra l'humour de chacun, mais qu'au bout c'est une canalisation et des branchements neufs. Donc 4 km, voilà. Je vous propose d'attribuer ce marché. On avait eu 4 offres à l'entreprise, au groupement d'entreprise Bouchard-Dunkerque, qui a fait la meilleure offre économique pour un montant de 285 910 hors taxe. Et donc de m'autoriser à signer le marché et les documents afférents. Oui. Dans les 4 offres, les 2 font partie des 4 ou c'est 3 de plus? Non, c'est un groupement, donc il y avait 3 offres supplémentaires par Tréma, SDRTP et SMTP. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait un écart considérable sur les montants. J'ai des chiffres s'il faut. Moi aussi. Voilà. Non, il y avait réellement 4 offres, là c'est une offre unique, puis c'est un groupement, c'est Bouchard-Dunkerque, c'est une seule offre, et puis il y en a 3 autres. Et c'est quoi l'écart le plus gros? Le plus gros était à 500 000 €. 515, oui. Et le deuxième, c'est quoi comme le deuxième était à 395 600. Et les mêmes matériaux? Ah bah oui, ben, l'appel d'offres. C'est dû au niveau de prix. Et les tranchées sont plus. Parce qu'il n'y a pas de surprise, si vous voulez. Vous savez, en tant que, je veux dire, ce type de travaux, il n'y a pas de. C'est en France ou en PE combien? Oui. Donc il n'y a pas vraiment, enfin, je veux dire, c'est connu. Non, que j'en peux avoir par rapport à la France. Non, mais c'est l'appel d'offres. Ils auraient pu faire donner, puis ils ont répondu. Oui, mais il pourrait avoir des prix de fournitures différents, il pourrait avoir des qualités de matériaux différents, mais là, visiblement, on est à matériaux égal sur un chantier où je ne vois pas d'astuce, je ne pense pas comment l'entreprise peut. Ouais. Il y a un arrangement en plus qui a peut-être fait la dernière. Ouais. Voilà. Donc oui, il y a des écarts assez considérables. Voilà, il y a des écarts assez considérables. Donc 285 910. Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie. Alors, on est dans une phase d'analyse des offres pour ce qui est du contrat permettant l'entretien et pilotage des chaufferies communales. Donc, on a reçu et collecté les offres. On a 3 offres. Hervé Thermique d'Alkia, qui est l'entreprise avec laquelle jusqu'à présent on était en contrat, et Energeco. Alors l'analyse de ces offres est complexe, puisque c'est à la fois un niveau de prix, mais vous savez, c'est des niveaux de prestation derrière. Hein, et donc c'est pas simple, c'est pas une simple lecture du prix, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on a vu juste avant. Et là, pour le coup, les capacités de l'entreprise, ce qu'elle met dans sa prestation est beaucoup plus déterminant que le coût. Hein. Voilà, donc cette analyse n'est pas terminée. Ce que je vous demanderais, si vous en étiez d'accord, c'est que vous m'accordiez l'autorisation d'attribuer ce marché à l'entreprise la plus performante après analyse et de signer, sachant que le prochain conseil est en décembre et que là on est déjà en prolongation du contrat, donc il ne faudrait pas que ça dure. Hein. On est sur une période d'entre-deux. Oui. C'est un coût de combien? C'est pas chauffé ou c'est un global? C'est un forfait? Ah non, c'est global, c'est détaillé, mais c'est global, c'est un coût pour l'ensemble de la commune. Ça représente quelle ordre de grandeur? Il ne faut pas dire, mais... C'est de l'ordre de 30 000 € par an. Par chaudière? Non, global. Ah non. C'est un ordre de grandeur, hein, c'est pas à garder comme référence. Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie, ça sera bien pratique. Et, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Alors, je vais vous dire pourquoi nous on s'abstient. Ah oui. Parce que, déjà, il n'y a jamais les prix, il n'y a jamais les tarifs, on ne sait jamais rien sur votre intitulé. Là, on a eu de la chance parce qu'on nous a marqué les autres 3 entreprises.
Le coup d'avant, comme je vous ai demandé, c'était pas marqué. Donc on n'a vraiment aucune référence. Il ne faut pas regarder. Donc c'est souvent, voilà, on va faire des abstentions, on n'a pas de détails. Donc je ne sais pas ce qu'on vote. Alors, il y a une commission d'appel d'offres pour ce qui concerne le chantier précédent, avec des remises et des tableaux. Et si vous avez changé d'adresse, la mairie n'a pas changé de lieu. On ne sait pas quand ça passe en commission. Ah, mais si vous n'êtes pas en commission, quand il y a eu un appel d'offres, venir en mairie et consulter un résultat d'appel d'offres, il me semble que vous êtes élu et qu'on ne vous fermera pas la porte. Donc, ok, il faut envoyer tout le travail qui est fait à chacun en considérant que dans cette maison qui est la vôtre, et vous maintenant qui habitez en plus à proximité, bon, je ne vais pas trop dire, mais quand même, il ne faut pas... Bon, après, je peux vous donner le détail de tous les résultats d'appel d'offres précédents. 30 000 euros, c'est un coup de 30 000 euros, c'est pas une lutte. C'est déjà. On s'est donné l'année dernière, on comprend même. Si tu rajoutes 5%. Si la liste n'a pas été faite. Oui, mais je comprends votre souci d'information. Je comprends votre souci légitime d'information. Dans une mairie qui est ouverte très nombreuses heures dans la semaine, je comprends votre souci légitime d'information. Je ne voudrais pas m'en prendre à mon directeur, mais je ne comprends pas comment vous n'avez pas accès aux documents. C'est ce que je ne comprends pas, mais je comprends que vous vouliez être informé. Par contre, je comprends mal comment vous suivez les dossiers. Bon, mais ok, après, j'accepte votre remarque. On peut mettre beaucoup plus de choses dans une préparation de conseil, mais cette mairie est la vôtre, monsieur Perrin. Allez, donc vous avez noté les abstentions. Oui, 3. Les 3. Non, Plus 4. 4. Je suis désolée, Salut Maria, et merci. Alors, une convention de coopération, là aussi avec la communauté de communes de Semaine, que l'on retrouve tous les 3 ans, puisqu'elle est votée pour 3 ans. C'est la convention pour la fourniture, la production des plantes de fleurissement. Voilà. Je vous rappelle juste le principe. C'est quelque chose qui a été transféré à la communauté de communes il y a longtemps. Au début. Voilà. Donc c'est il y a longtemps. Ouais. Et qui depuis a été reconduit régulièrement. Il y a des sommes dans cette convention qui sont les sommes qui ont été à l'époque prises sur les budgets communaux pour être transférées au budget communautaire et qui donc bornent la prestation que l'on doit à chaque commune et qui donnent le montant global. Alors en l'occurrence, ces sommes, c'est 29 928 € pour OREC, c'est 2 204 € pour la SIO, 5 662 € pour Pont-Salomon, 4 065 € pour Saint-Gillier, 1 909 € pour Saint-Ferriol, 1 721 € pour Saint-Just et 488 € pour Saint-Victor, ce qui représente un volume global, sauf erreur de ma part, de 46 240 €. Voilà. Ça, c'est les dotations initiales qui ne bougent pas dans le temps. Libre aux communes qui souhaitent faire plus de fleurissement, à la limite de passer plus d'achats de fleurs si elles veulent en faire plus. Bon, elle vous montre aussi les efforts qui avaient été faits, à la fois de fleurissement et d'aménagement des communes, au moment où ça a été transféré. Hein, voilà. Donc le fonctionnement est toujours le même. Il y a une partie de la somme qui est versée 50% un peu en avance dans l'année, puis une autre plus tard, puisque quand même, quand on fabrique les fleurs, nous, on engage des frais immédiatement, et puis après, donc il faut bien qu'on récupère ces sommes. C'est les jardiniers de chaque commune, les jardiniers, les employés de chaque commune avec les élus référents qui choisissent les plantes qu'ils souhaitent. Et donc chaque année, on assure la production en fonction de ce qu'ils nous demandent. Il y a une tendance à essayer de réfléchir sur des plantations persistantes, des plantations de vivaces. Hein. Alors c'est difficile parce que nous, c'est une politique qu'on a essayé de mener, mais au moment où on a essayé de l'amener, on était un peu seul au début, ce n'était pas la demande des autres. Alors maintenant, il va falloir s'adapter parce que ça devient un peu plus la demande des autres. Donc quand je dis c'est difficile, qu'à présent, ce n'était pas ce que nous demandaient les autres. Et puis, il faut une prise de conscience du fait que quand on s'oriente vers ce type de fleurissement, on perd de la couleur, au moins dans un premier temps.
c'est-à-dire le fleurissement annuel, il a vraiment pour but, quand il est mis en place, d'amener tout de suite de la joie, de la gaieté, de la couleur et des fleurs. Quand on part sur des plantations plus durables, il faut parfois 2 ans, 3 ans avant qu'on commence à avoir un fleurissement, etc. Donc si nous on l'a entrepris et commencé sur OREC, ce n'était pas une tendance ailleurs. Et le basculement, il faut qu'il se fasse à la demande. Donc voilà. Donc les jardiniers des autres communes ont commencé à y réfléchir. En sachant qu'après, quand on commence à réfléchir, il faut qu'on passe derrière une commande et qu'on la fabrique. Donc il y a un décalage dans le temps, quoi. Ils ne peuvent pas arriver au printemps et nous dire finalement, on aimerait bien des vivaces. Ça, c'est pas trop possible. Oui. On en produit combien à peu près par an? De plants, Oui. 50 000, 60 000, bien. Ah oui. Moi j'ai répondu plusieurs dizaines de milliers. Oui, mais c'est bon, t'as bon. C'est moins précis, mais t'as bon. Ah ouais, c'est assez considérable. Hein. Il y a toujours notre journée porte ouverte au cercle qui est intéressante. Cette année, on l'a combiné avec la journée d'accueil des nouveaux arrivants, ce qui était fort sympathique. Hein. Les Orécois ont pris l'habitude de la fréquenter. Ils savent que quand ils viennent nous visiter, ils repartent avec une petite fleur en plus, ou un plant de tomate, ou un plant d'herbe aromatique. Voilà. Donc, c'est sympathique parce que c'est aussi un peu leur serre et leur lieu. Voilà. Vous savez tout. Donc, elle est renouvelée dans les mêmes conditions. Elle est proposée d'être renouvelée dans les mêmes conditions pour une durée de 3 ans. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, un sujet fondamental. La stérilisation des chats. Donc, on a eu plusieurs expériences sur ces mandats successifs, avec des campagnes de stérilisation, en collaboration avec des associations, en collaboration avec des vétérinaires. C'est assez c'est complexe et parfois coûteux. Hein, avec le fait qu'on est dans quelque chose d'un peu ambigu, parce que on a des habitants très bien intentionnés qui mettent beaucoup d'énergie à nourrir les chats. Les chats qui n'ont pas de foyer. Et quand on nourrit des chats sans abri et sans foyer, ils ont tendance aussi à se multiplier. Voilà. Pour autant, c'est des gens qui sont proches et sensibles aux animaux. Voilà. Donc c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc on souhaite qu'on puisse reprendre, comme on l'avait fait il y a quelques années, ces campagnes de stérilisation. Ça suppose l'apport de gens souvent bénévoles qui aident et qui participent. C'est le cas ici. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est de délibérer sur une convention à passer avec 30 millions d'amis. Et 30 millions d'amis, ça fait plaisir, ça en fait beaucoup. Hein. Bon, ça fait du monde. Hein. Bon, donc l'idée de cette convention, c'est on a une association qui, localement, s'occupe de capturer les animaux, qui est l'ARPA. L'ARPA. Voilà. Cette association, elle va remettre ces animaux à un vétérinaire, et on a l'accord d'un vétérinaire qui fait un tarif, on va dire, préférentiel pour stériliser les chats. Alors c'est plus cher pour une chatte et un peu moins cher pour un chat. Le tarif, c'est de combien? Pour stériliser un chat? Alors, pour stériliser une chatte, c'est 80 € et ça comprend le tatouage. Et pour stériliser un chat, c'est 60 €. Un mâle 60, une femelle 80. On peut dire comme ça pour les chats. Oui. Une petite question, là, il parle avec le Monistrol. J'ai vu là. Le vétérinaire de chez Monistrol. Oui. On va avoir un cabinet pour la sauveur. Pourquoi on ne sait pas tout ça? Eh bien, parce qu'il n'est pas ouvert. Et que pour le moment, s'il faut mener les chats, il n'est pas ouvert le cabinet. Donc, il est bien évident que si, quand ce cabinet sera en exercice, on passera par eux.
Donc à ces prix-là, je redis, parce que je pense qu'il faut le dire, c'est un effort des cabinets vétérinaires. C'est pas le vrai prix. C'est pas le prix qui facture un privé. Et pour aller donc au bout de la démarche, donc il y a une association qui prélève le chat. Ensuite, il y a castration ou stérilisation. Ensuite, il faut que le chat séjourne quelque temps dans une maison de repos. Oui, on va garder les chats. Que nous fournissons, c'est-à-dire nous allons garder les chats un certain nombre de jours au service technique, dans ces mains. Voilà. Vous avez retrouvé M. Vaucanson? D'accord. Et ensuite, les chats seront remis dans la nature, à l'endroit où ils ont été capturés. La convention avec 30 millions d'amis nous permet d'assurer la gratuité. C'est eux qui financent, donc c'est pas gratuit, hein, vous avez entendu, il y a des coûts. Hein. Et la gratuité pour la commune, pour les particuliers, pour l'association qui travaille. C'est-à-dire dans toute cette chaîne-là, ça veut dire que c'est pas le particulier qui aura eu à payer, et c'est pas plus la commune. Alors on va dire pour une 50aine de chats. Voilà. L'intérêt de la stérilisation, il est vite compris, c'est bien sûr d'éviter la reproduction, qui est rapidement exponentielle de ces animaux. Et l'autre intérêt, c'est de laisser les chats vivants et sur leur territoire, puisque un chat vivant et sur son territoire chasse les autres chats. Sauf si vraiment il est très bien nourri et qu'il va chercher des copains parce qu'il trouve que le restaurant est sympa. Donc il faudrait que les gens ne nourrissent pas trop bien quand même les chats à chaque fois, parce que sinon il est évident que ça fait un appel d'air. Puisque sinon le chat il a à chasser sur son territoire. Et s'il n'est pas nourri, c'est un des animaux qui se débrouille très bien et qui survit. Et qui en général à ce moment-là assure une autre fonction, c'est la dératisation. Voilà. Donc il faut trouver un bon équilibre dans cette affaire-là entre trop d'affectifs et le fait qu'on laisse les chats chasser sur leur territoire. Voilà. En attendant, si on passe cette convention, ça va nous permettre de lancer cette opération avec une visée d'une 50aine de chats par an. C'est quelque chose qui peut après baisser. C'est une campagne qu'on avait déjà fait il y a quelques années qui avait porté des résultats dans un certain nombre de lieux ou de quartiers. Quand un chat est trouvé, qu'est-ce qu'on en fait? Un chat mort? Ah non. Il y a 5 ans, oui, on avait demandé à ce qu'on récupère les chats. Ah, un chat mort. Non, mais c'est interdit de le mettre dans la poubelle. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah non, pas dans la poubelle. Oui, voilà. Au fond du jardin. Les cadavres d'animaux, c'est un problème aussi. C'est simple. Et là, on ramasse les chats, mais on les identifie quand même avant. Son chômage. Oui. Ah bah, si jamais ils ont une puce, Oui. les chats ont fréquemment des puces. Mais s'il a une puce électronique, bon, ce qui est autre chose. S'ils ont un collier, s'ils ont une adresse, il est bien évident que les chats qui sont prélevés par l'association, là c'est fait de manière, je dirais, responsable, c'est des gens qui sont passionnés et qui savent qu'il y a un processus d'identification. Donc ils vont pas, si c'est le chat de quelqu'un et qu'il y a moyen d'identifier, c'est identifié. Hein. Ne serait-ce que le vétérinaire peut aussi lire ce genre de choses s'il a affaire à un chat qui est à quelqu'un. Hein, voilà. Alors maintenant, des gens qui laissent divaguer des chats non stérilisés, si on a leur adresse, il faut leur expliquer. Mais c'est pas bien. C'est compliqué, oui, parce que moi je vois autour de chez moi, il y a beaucoup de chats et qui sont toujours dehors. Où vont promener la nuit, vous voyez les chats. Si on a un chien, on garde chez nous, mais les chats des voisins, ils viennent toujours chez nous. Ben, si l'association passe par là, elle ramasse des chats et ils sont stérilisés. À partir du moment où on laisse, à partir du moment où on laisse divaguer son animal, il est logique qu'il soit stérilisé. Après, si on est dans une logique de, je sais pas moi, de concours de beauté, etc., il y a peut-être d'autres règles. À partir du moment où on laisse divaguer son animal, il est logique qu'il soit stérilisé. Est-ce que la population sera informée? Oui, bien sûr. Et puis là, je vais vous dire, ça fonctionne assez bien. Hein. Les gens se parlent entre eux. On sait qui a perdu le chat de qui l'a retrouvé, ou un chien. Enfin là, il y a une grande. C'est très fluide, ça circule ça. Bon, là-dessus, les avis contraires, les abstentions. 3.
Oui, puisqu'il y a une... Voilà. Voilà. Merci. Alors, restructuration de l'école. Est-ce qu'on a un bout de plan? Voilà, donc là, de la même manière, je vous redis un peu où on en est. Voilà. Donc on a, pendant une année, travaillé avec les enseignants, les parents d'élèves, les élus, sur la préparation d'un programme, de manière à essayer de bien cerner les besoins, à la fois en termes de surface, mais bien sûr, essentiellement en termes de qualité. La rénovation de cette école, elle va être faite pour 20 ou 30 ans. Donc il est bien évident que c'est un chantier où il faut viser une excellente qualité. Voilà. Pour nos enfants et pour certains d'entre vous, pour vos futurs petits-enfants. Voilà. Suite à cette année, on a finalisé à Florence un accord avec enseignants, parents, sur un contenu, un programme. On a présenté un conseil d'école Voilà. pré-programme. Donc, 11 classes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on en a 10. Hein. Donc, ce programme, il est basé sur 11 classes. Et sur une capacité d'accueil en tout ce qui est périscolaire, activité périscolaire, tout ce qui peut passer au sein d'une école avec les enfants. Alors, quand on dit périscolaire, on dit périscolaire, mais même pendant les temps scolaires, c'est-à-dire tout ce qui est salle d'activité, ce serait mieux formulé de le dire comme ça. Voilà. 11 classes. Le projet, c'est en fait de 10 à 11 classes. Le projet, non, il est de 11 classes. On est passé à 10 classes à la rentrée, parce qu'on était tangent comme ça, mais il est dimensionné sur 11 classes. Plus un certain nombre de salles d'activité qui font d'ailleurs qu'on pourrait même accueillir une deuxième dans le futur sans que ça bouleverse le projet. Mais on est sur 11 classes, formatées en tant que telles. Vous envoyez 7 en bleu clair sur ce plan, et vous pourriez en retrouver 4 à l'étage supérieur. Voilà. Alors, si on revient au plan précédent, pour arriver à ce résultat, ça veut dire qu'on a une extension. Les 4 classes que vous avez au bout, là, c'est une extension du bâtiment. Le souhait du travail qui a été fait tout au long de l'année et qui a fait l'unanimité, c'est de dire on essaye d'avoir tout un secteur qui est consacré aux salles d'enseignement et tout un secteur qui est consacré aux activités. Alors, avec derrière des objectifs à la fois qualitatifs, c'est-à-dire le fait que la salle de classe est un lieu en primaire qui est un lieu de l'institut et des enfants, et un lieu qu'ils ne souhaitent pas trop partager. Ce n'est pas un lieu multi-activité. Et donc en faisant ça, on donne toute une partie qui est la partie très directement enseignement, j'allais dire presque privative pour l'enfant et son enseignant, et toute une partie où on est dans des salles d'activité et où là, il peut s'exercer plusieurs activités, plusieurs fonctions. On peut y compris accueillir des enfants venant du centre de loisirs pendant une période, mais on n'est pas dans les salles de classe. Donc on n'est pas dans les locaux d'enseignement. Donc ce distinguo, il permet de penser pour les années à venir, comme ça se fait déjà, à une utilisation un peu plus large de l'école, puisqu'il y a un secteur qui peut être ouvert aux activités, même hors période scolaire, sans toucher aux locaux des enseignants. Voilà. Après, sur le reste, on est sur une mise aux normes importante, alors en surface, en qualité de matériaux, en isolation phonique, enfin, etc. Tout ce que vous pouvez supposer. Voilà. Le choix de l'équipe d'architectes a été fait. Il s'agit de l'équipe menée par M. Vaucanson, pas le même, un autre.
Et là, on en est au niveau du travail. Donc, le permis a été déposé et accordé. Donc là, il y avait un dialogue aussi, y compris bien sûr avec l'architecte des bâtiments de France, puisque pour partie, ce bâtiment est dans le rayon du château. On en est à la phase APS, on va passer rapidement à la phase APD. Et ensuite, bon voilà, ça veut dire que nous, l'objectif, c'est qu'on ait un DCE à fin janvier, c'est les objectifs. Hein. Qu'on ait des offres plutôt à fin février, qu'on soit dans l'attribution des marchés, puis après dans la préparation du chantier à la fin de cette année scolaire, avril, mai, et qu'on attaque les travaux dès le mois de mai de cette année, avant les vacances scolaires, pour les premières phases de travaux. Avec l'ambition d'essayer d'ouvrir cet établissement dans sa nouvelle structure en septembre 2019. Ça représente 15 mois de travaux. Alors je dis l'ambition parce que quand on regarde tout ça, il ne faut pas mollir, hein, à aucun moment donné pour mener tout ça. Voilà. Là on est dans la phase APS. Donc moi ce que je vous propose là aussi, c'est d'approuver cet avant-projet sommaire avec les chiffres qui s'y rattachent. Donc pour le moment, on est sur un projet qui est d'un montant de 1 818 541 € hors taxe, auquel s'ajoutent 84 000 € que l'on connaît maintenant, qui sont la phase de désamiantage. C'est essentiellement des panneaux d'allège dans le bas des ouvrants. Hein, et 60 000 € de ventilation double flux. C'est ce total-là où on est au niveau de l'APS. Ça va continuer à bouger. Il y a eu cette semaine une réunion avec les enseignants et il y aura une nouvelle réunion de présentation parents d'élèves enseignants en novembre. 21 novembre. Donc, au fur et à mesure, on essaye d'écouter, en particulier les enseignants, dans ce qu'ils peuvent retraduire de leur vie et de la vie des enfants, hein, et d'ajuster un certain nombre de choses. Hein, voilà. Oui. Là, je vois sur le plan, on empiète un petit peu sur le 13, c'est ça, sur le parking du 13. Donc ça réduit la cour d'école. Tu vois qu'il y a un talus là-bas au fond, donc c'est le talus du 13. Les 4 classes, donc il y a une partie qui est démolie, puisqu'il y a eu, c'est la partie qui a été ajoutée à ce bâtiment. Hein, partie, je ne sais pas si vous voyez, qui était salle d'informatique, bibliothèque là au bout. Donc ça, c'est démoli et c'est reconstruit, mais un peu plus long, oui. Ça empiète un petit peu. Ça ne mord pas ni sur le préau, mais ça suppose un aménagement d'une partie de la cour sur ce côté-là. Hein. Ouais, donc il y aura moins de cours. Elle est grande. Oui, mais il y aura moins de cours de la valeur des deux salles. De 100 mètres carrés, 120 mètres carrés. Il y aura 120 mètres carrés de moins de cours sur quelques milliers de mètres carrés. Hein. Voilà. Voilà, donc je vous ai donné quelques chiffres. Alors moi, ces chiffres, je pense qu'ils vont continuer à évoluer à la hausse, de manière raisonnable, mais à la hausse, parce qu'il faut qu'on prenne en compte jusqu'au bout. On n'y reviendra pas. Hein. Donc, on continue à discuter sur la grandeur des sanitaires, la fonctionnalité des sanitaires. Ça peut paraître... Enfin, c'est une discussion importante à l'école, les toilettes, garçons, filles, séparation, il y a un étage, etc. Il y a des petits et des plus grands. On sait qu'il faut que chaque enfant puisse se sentir à l'aise. Donc, il faut qu'on arrive à répondre à des besoins. Par exemple, l'architecte, là où il en était de son plan, à l'étage pour 4 classes, il disait on peut faire un seul bloc sanitaire. Ça ne nous plaît pas trop. On se dit qu'il faut séparer garçons et filles, et bon, voilà, il faut qu'on réponde quantitativement, mais qualitativement. Il faut qu'on pense à des détails comme ça. Alors, quand je dis ça ne nous plaît pas trop, on discute avec les enseignants, etc. Il faut qu'on ajuste certaines surfaces, un peu plus de placards éventuellement, enfin bon, il y a plein de petites choses comme ça. Donc quand on sera passé partout, je pense qu'on sera un peu au-delà, mais je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on regrette une chose après, parce que là on pose quelque chose qui est relativement définitif et pour un grand moment. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, pardon. Juste une question d'ordre pratique. Les couleurs là, que vous avez mises, ça correspond à quoi les ocres, les 4 pièces? Des salles d'activité. Ah, c'est les fameuses salles d'activité Ouais. que j'ai référencées. Le violet, c'est la très grande salle d'activité, on va dire, je sais pas, du gymnase, je ne sais pas comment il faut la qualifier. La salle d'évolution, de motricité, de. Voilà. Hein. Il y avait aussi.
Donc vous voyez que les salles qui avaient été créées, les 2 classes qui avaient été créées pour permettre d'absorber la 11e classe, en fait n'auront plus vocation à être des classes. Et comme elles sont au plus près et au plus près de l'extérieur, ça pourrait être des salles là aussi assez utiles, par exemple pour le centre de loisirs ou des activités qui se passeraient un peu en marge ou en dehors des heures, hein, oui, puisqu'elles sont plus tournées vers l'extérieur. Oui. Une petite boutade, vous avez une salle d'activité, c'est pas les syndicats? Non, mais c'est la sanitaire, ils sont morts. Non, mais Vous avez la même couleur, vous dites. Salle d'activité, c'est la triangulaire. Les salles d'activité, Par là. rapport à la couleur, c'est des salles. Ceux-ci vont d'ailleurs disparaître. Vous avez des équipes? Oui. Oui, parce qu'ils viennent sur une trame d'entrée de l'école avec Enfin, ils sont ni très bien situés, ni très bien adaptés, ni même très compatibles avec l'esthétique du reste du bâtiment. Donc le parti, c'est plutôt de les reprendre et de les remettre. Voilà. Donc c'est le genre d'option, vous voyez, où on est pour le moment en train d'affiner. Et encore une fois, on essaye d'être attentif à ce que pourront nous dire en particulier les enseignants. Voilà, donc pour ce qui est d'aujourd'hui, et ce dossier il va revenir, ça sera un fil rouge, je vous ai dit les chiffres, et ce que je vous demande finalement c'est l'approbation de cet avant-projet sommaire, je vous en ai expliqué l'esprit. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Alors, on est dans les affaires concernant le personnel. Je vous demande d'approuver la transformation d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe de 21h à 35 heures. Il s'agit d'un poste d'assistant comptable, qui vient en remplacement de la comptable qui est partie, et dont le temps complémentaire permettra de renforcer les agents d'accueil. Les questions? Les avis contraires, les abstentions, je vous remercie. Alors, un sujet qu'il faut prendre au sérieux, visiblement. Je laisse là à mon directeur le soin de vous expliquer si vous voulez qu'on rentre dans le détail. En fait, il s'agit de la mise en place du RIFSEP. Alors, on a déjà procédé à cette mise en place pour un certain nombre de catégories d'agents administratifs, entre autres. Et là, il s'agit maintenant, l'arrêté étant sorti, de le mettre en place pour les adjoints techniques et les agents de maîtrise. Voilà. On est sur une formulation classique, identique à celle qui a été proposée dans les communes de la Haute-Loire. De France sans doute et de Navarre peut-être, mais de la Haute-Loire c'est sûr. Alors, on sent que pour le moment, ça inquiète les agents. Alors ça inquiète entre autres les agents parce que ça redéfinit la prime et que le choix de cette formule-là, c'est de mettre un montant mini à 0, ce qui ne fait pas beaucoup, et un montant maxi, qui est le montant maximum qu'on peut mettre, et qui est très souvent d'ailleurs, on pourrait presque dire exorbitant, pas encore que exorbitant, mais par exemple pour un agent d'exécution, le montant mini c'est 0 et le montant maxi c'est 10 800 €. Donc l'amplitude est très grande. C'est le choix qui a été fait par bien des collectivités de prendre ce type de décision, dans la mesure où après, il s'agit d'une négociation et d'une mise en place avec les agents entre ces fourchettes. Et que la règle qu'on s'est donnée, et que je demanderai de bien mentionner dans la délibération, c'est qu'en fait, la base de l'application de ces textes, c'est déjà de garantir l'identique. C'est-à-dire ces textes ne sont pas l'occasion. J'ai vu que cette fois les agents étaient inquiets. Alors c'est marrant parce que c'est marrant, c'est pas marrant. C'est insolite parce qu'en fait ça a déjà été appliqué à d'autres catégories d'agents à la mairie et en aucun cas ça ne s'est traduit par une baisse de leurs revenus. Mais là, semble-t-il, déjà au CTP départemental, le syndicat représentatif qui est la CGT a voté contre. Et semble-t-il, dans les explications données, alors je ne sais pas, ils ont sans doute raison, mais il y a une inquiétude et une hypothèse où quelques-uns de nos agents m'ont dit mais vous allez nous enlever les primes. Voilà, donc une forme d'incompréhension. Alors, pas de tous, je ne pense pas, mais bon voilà.
Donc moi je tiens à le préciser pour qu'on soit dans la clarté. Nous déjà l'objectif il est simple, c'est avec ces textes de retraduire le droit existant. C'est-à-dire demain, les agents auront exactement les mêmes primes qu'aujourd'hui et hier. Les mêmes, ou on négociera d'autres choses, mais en attendant, ce n'est pas pour modifier le dispositif, c'est juste pour rentrer dans le texte. Voilà. Donc il faudra juste mentionner dans la délibération que la base du résultat de tout ça, c'est l'identité des primes, même si elles ont changé de nom et autres. Hein. Après, il faut être conscient dans ces régimes de primes, on dit bien que le régime indemnitaire, il tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc, il est bien évident que ces primes, si l'agent ne fout rien, elles ne sont pas garanties. Pour parler un peu sèchement ou crûment. Hein, mais il n'y a pas d'objectif aujourd'hui là-dessus, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de rentrer dans les textes qui nous sont donnés et de maintenir les primes à l'identique pour nos agents. Voilà. Alors après, le dispositif, il est classique. Si certains ont des questions ou si vous voulez qu'on le relise, mais alors il tient à plusieurs pages, hein, et c'est le même que pour tous les autres. Hein. Des questions par rapport à ça? La date d'entrée en vigueur, du coup, du nouveau dispositif, 1er janvier. Année franche. On délibère maintenant, on le fait rentrer au 1er janvier. C'est bon? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le directeur fera bien avoir le souci de tranquilliser nos agents sur le fait qu'on s'exprime bien publiquement sur le maintien de leur prime, pas sur autre chose. S'il y en a qui en ont douté. Voilà. Alors, des admissions en non-valeur, Monsieur Bonnefoy. Et Il n'est pas arrivé. il y en a encore. Hein. Encore. Alors, sur le budget du service de l'assainissement, une admission en non-valeur de 56,43 €. Et je vous fais le paquet cadeau. Sur le budget service de l'eau, une admission en non-valeur pour un montant de 72,07. C'est des petites sommes, c'est un sujet sérieux, on essaye de recouvrer au maximum l'intégralité de ce qui nous est dû. On essaye d'avoir des accords avec des gens parfois modestes et qui remplissent leurs obligations. Parfois il y a des annulations ou des contestations par des gens qui ont largement les moyens de payer et c'est beaucoup moins compréhensible, ça fait un peu de la peine. Les plus mauvais payeurs ne sont pas forcément les gens qui ont des problèmes financiers. Hein? Donc ça fait un peu bizarre. Confronté parfois à des choses, on ne comprend pas complètement comment les gens peuvent ne pas honorer leur facture d'eau ou d'assainissement. Voilà, là en l'occurrence c'est des petites sommes, donc là-dessus c'est un classique. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous en remercie. Alors, les transports scolaires. Alors, comme vous l'aurez bien remarqué, les transports scolaires ont démarré en septembre. On a déjà donc fait payer les familles et on n'a toujours pas approuvé le tarif des transports scolaires. Donc on va le faire ce soir. Alors, il a une caractéristique assez simple, c'est le même que les 2 années précédentes. Voilà, il est stable. Voilà. Donc en fait, il oscille de 18,50 € à 22,50 €. Dans le tableau qu'on vous a remis, ce qui est peut-être intéressant, c'est de bien voir que quand la famille paye 18,50 €, le coût pour le département est de 46 € par exemple pour un circuit. Pour un autre, pour 18,50 €, le coût pour le département est de 94 €. Pour un autre, pour 22,50 €, le coût pour le département est de 126 €. Hein? Donc c'est intéressant parce que ça montre la distance entre ce que paye la famille et dont on ne change pas le montant depuis 3 ans, et la réalité de ce qui est payé par l'organisateur des transports. Puisqu'en l'occurrence, ce n'est pas la commune, puisqu'on nous rembourse les cartes. Donc en gros, pour nous, c'est neutre. Hein, voilà, alors c'était département, et maintenant, ça sera région, puisque c'est la région qui est compétente en matière de transport. Oui. Il y a une petite remarque par rapport au coût. Pour pas seulement les gorges de la Var, c'est 126, mais je ne sais pas, c'est pas 2 €. C'est en fonction, alors chaque circuit est bien différent d'une année sur l'autre, en fonction du nombre d'enfants, si le car est plus C'est pas la question. La question est de
que là, c'est un C1E, qui est- c'est 126 E. Mais le E est quand même la première lettre de rose. Mais c'est sûr que c'est pas le sigle, c'est pas le sigle. Une faiblesse du clavier peut-être, ou d'un doigt qui a glissé. Oui, monsieur Valère. Oui, c'est intéressant, vous pouvez finir votre argument. Parce que moi, ce que je dis en répondant à M. Ferrard, c'est pas intéressant. Là, pourtant, c'était sa question. J'ai devancé votre question. hein. Exactement. Oui. Donc les parcours changent d'une année sur l'autre. Ouais. Voilà, les parcours ne changent pas en général, ils sont très peu modifiés, mais on ne sait pas à l'avance le nombre d'enfants qu'on va avoir. L'exemple de cette année, par exemple, on en a parlé au dernier conseil municipal, il a fallu qu'on rajoute un quart 22 places pour Monistrol au dernier moment. Donc les 22 places ne sont pas totalement occupées, donc du coup la navette va coûter un peu plus cher puisque moins d'enfants vont participer au coût réel de ce transport. Je peux juste vous donner quelques chiffres si ça vous intéresse. Oui. On va parler sur l'année 2016-2017 puisqu'on a les chiffres, on a pu faire le calcul. Le coût du transport scolaire sur notre commune en direction, alors avec les 7 services, il y a 1, 2, 3, 4, 5 services. C'est 5 circuits. 5 circuits différents, ça ne veut pas dire 5 cas, c'est 5 circuits différents. Alors, le 12 que vous avez, 12 4, 12 10, c'est le 012, c'est le chiffre qui est attribué à la commune de Rec, et après vous avez un chiffre qui correspond au service en face. Le coût de l'ensemble du transport scolaire pour notre commune est 253 317,72 € pour l'année 2016-2017. Les parents ont participé à hauteur de 60 561 €. Et la différence, c'est la participation du département. Donc si vous calculez, ça fait à peine 24% du coût réel, ça fait 24% du coût réel du transport. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des endroits, quand on parle navette d'approche, il n'y a pas de coût en face. C'est-à-dire que c'est les enfants qu'on va chercher dans les villages, qu'on amène à Aurec, qui changent de car et ensuite ils montent à Monistrol. N'est payé par les familles que le coût de Aurec Monistrol. L'autre partie est payée, pris en charge complètement par le département. Voilà, il faut savoir que c'est quand même un coût important et que le coût par famille, alors c'est vrai que cette année ça a été un peu compliqué la mise en route du ramassage scolaire, il y a eu quelques soucis, mais que dans l'ensemble, les familles payent un coût moindre. À peine, normalement c'est 30%, mais c'est 24% par rapport aux navettes d'approche. Voilà, c'est un petit peu l'explication. C'est un service sur lequel on peut beaucoup remercier les personnels communaux qui s'y investissent, alors les élus aussi, mais les personnels communaux, parce que c'est un vrai challenge, à un moment où tout le monde se dort la pilule sur les plages, c'est un vrai challenge de caler tout ça, et au moment de la rentrée que ça démarre. Bon, cette année, on a vécu une difficulté plus grande, qui se résume essentiellement au changement de l'entreprise. Hein, c'est pas le changement de nom de l'entreprise, mais c'est le changement de gérant de l'entreprise, puisqu'elle a été vendue. Et c'est vrai que le recalage des transports scolaires, on va essayer de dire que c'est fini, mais ça a été complexe. Ah, voilà. Alors, la compétence est maintenant une compétence régionale. Et il faut espérer qu'on pourra l'appliquer dans les mêmes conditions. Parce que finalement, on fournit une proximité aux familles. Alors je pense que si on ne pouvait plus la fournir, si on ne fonctionnait plus comme ça, les gens se rendraient compte de la différence. Alors, c'est peut-être une méthode pour bien que chacun réalise le travail qui est fait, mais là on a un vrai travail de proximité à la famille, où il y a vraiment une personne en face d'eux quand ils ont quelque chose à discuter, personnel et élu. C'est un service à réajuster chaque année. C'est pas les mêmes enfants, on les ramasse pas au même endroit, c'est vraiment à affiner, enfin, chaque fois, c'est un travail énorme et qui peut être fait que par la proximité. Le département l'avait complètement compris puisqu'il s'appuyait sur les communes pour la mise en œuvre. Et les communes, ça c'est la part, moi je dirais qu'on fournit, nous, gratuitement même au département, puisqu'on ne fait pas payer le temps qui est passé et ça occupe largement des personnes. Hein.
Et la région, semble-t-il, a perçu la difficulté de gérer différemment. Donc je ne sais pas comment ça va faire, mais si on éloigne la gestion vraiment de la base, on aura un vrai problème. Voilà. C'est là qu'on voit qu'il reste des choses qui, faites au plus près du terrain, c'est là qu'elles sont les plus proches des gens et les plus efficaces, et il faut les garder. C'est une chose de travailler ensemble, puis c'est une chose d'éloigner le problème qui est traité des gens. Voilà. Là, c'est vrai que la proximité, c'est une force. On est très vite. Les gens savent nous trouver. Dès qu'il y a un problème, ils ont un interlocuteur. Enfin, c'est efficace dans tous les sens. On peut essayer d'en résoudre un maximum de problèmes. Mais quand il y en a, il y a vraiment quelqu'un en face, immédiatement et sur place, qui prend les premiers coups de semonce. On met à contribution beaucoup de personnes pour que ça fonctionne bien. Il faut savoir qu'au mois de juin, on fait des préinscriptions, c'est-à-dire que les directeurs d'établissement jouent le jeu en récupérant les préinscriptions des enfants pour l'année prochaine. Enfin, les parents doivent faire leur préinscription. Donc tout ça, s'il y a un grain de sable dans cette organisation, c'est là où on se retrouve 15 jours avant la rentrée avec un nombre d'élèves supérieur à un nombre de places dans les classes. Donc il faut vraiment que tout le monde, c'est un peu un appel en même temps, que les parents jouent le jeu, puisque c'est là que ça a pêché cette année. Il y a plein de situations personnelles à traiter avec des enfants qui vont partir en formation à tel endroit ou à tel autre, quel cas, comment, etc. Enfin là, c'est jamais gagné à l'avance. On arrive à tout résoudre, mais c'est jamais gagné à Les l'avance. enfants en garde alternée, on peut traiter tout un tas de sujets avec le ramassage scolaire. C'est riche. C'est extrêmement compliqué. Je pense qu'effectivement, tu as bien fait de remercier les gens qui s'en occupent, parce qu'entre les inscriptions, les trajets, le transporteur aussi qui n'est pas facile, parfois aussi il cherche aussi à rationaliser un petit peu ces engins. Et puis on a l'exemple dans la veine de la question de Patrice, on a semaine au Gorge-à-Loire, c'est 46 €, semaine REC, c'est 94. On peut peut-être dire qu'il y a 2 véhicules, mais 94, c'est pas le double de 46. Donc voilà, donc effectivement c'est assez complexe. Donc là, on vote les tarifs. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, une affaire d'acquisition foncière. Est-ce qu'on a un bout de plan? Un repère que tout le monde connaît, Rondy, et un terrain entre Rondy et la gare. Magnifique terrain constitué de 2 parcelles qui est en vente. Donc on se propose d'exercer notre droit de préemption pour le montant. Donc les 2 parcelles, ça fait 713 plus 1236, donc ça doit faire 1949. Peut-être, si j'ai de la chance. Ces parcelles sont vendues au prix de 5000 €. Elles font partie de la ZAD des Bordoirs qu'on a mis à titre touristique sur toute cette longueur pour avoir une vision et un droit de préemption sur les mutations. Et je vous propose qu'on procède à leur acquisition. Oui. Les bois de la mer sont là. Faut demander à M. Restou parce qu'il ne suis jamais rentré. Mais je crains que ce ne soit pas le paradis. Il faut se rappeler que ces 2 parcelles sont totalement symboliques parce qu'en fait, c'est elles qui ont déclenché la constitution de la ZAD et de l'extension de la ZAD sur ces bords-là, parce qu'à l'époque, on n'avait aucun droit de regard et aucune information sur les ventes, et que ces parcelles ont été achetées par un monsieur, plutôt ferrailleur de son état. Et c'est vrai que je pense qu'il a un grand sens de l'environnement et de l'écologie. Moi, ça m'a mis beaucoup en colère, et j'avais d'ailleurs, ce jour-là, fait poser un immense caillou dans la porte pour qu'il ne puisse pas rentrer. Il nous avait voulu des explications orageuses, il m'a même traité de délinquant. Et c'est vrai que, venant de lui, c'est... Bon. Voilà. Donc aujourd'hui, cette parcelle se revend et je pense qu'il faut qu'on prenne la main dessus. Après, vous me demandez ce qu'il y a à l'intérieur de la parcelle, sans doute pas des légumes bio. Mais il ne faudrait pas que ça reparte une nouvelle fois sur une nouvelle vente avec un nouvel individu ou une nouvelle pratique ici.
voilà, on a nettoyé tout le secteur des perros, etc., de tout un tas de véhicules, de caravanes, d'huile de vidange, etc. C'est pas pour en retrouver ailleurs, il faut qu'on aille au bout de la démarche. Donc l'idée là, elle est vraiment... Alors je suis pas sûr que cette vente aille jusqu'au bout, parce qu'on fait en prévente, et que les 5 000 €, nous on va mettre les 5 000 € qui ont été déclarés, donc on achète au prix déclaré. Voilà. Des avis contraires? Des abstentions? Bon, vous n'avez pas fait l'affaire du siècle à mon avis. Non, pourquoi c'est marqué sur cet intitulé liste du rôle? Parce que c'est le nom. Parce que c'est le nom. Ah oui. C'est curieux que c'est le nom sur le cadastre. Oui, là, je me pose la question. Ah oui, c'est le nom du Oui, non, cadastre. mais Pourquoi? bêtement parce que c'est le nom du cadastre. Alors pourquoi? Ah. Parce que c'est en face. Ouais, C'est un languet de départ pour Muron. non, mais parce que j'ai dit, là. Oui, non, pas ça. Il était par là. Les passages qui Alors, je vous propose de faire pour le moment l'impasse sur le 0 produit phytosanitaire. On est bien à 0, mais je n'ai pas de rapport, et donc on le reportera à un conseil sur lequel je pourrais vous présenter un rapport circonstancié sur le 0 phytosanitaire et son impact sur la commune. Et par contre, je vous propose qu'on parle plutôt du plan local d'urbanisme. Donc, sur le plan local d'urbanisme, à titre d'information, nous avons tenu notre deuxième séance de la commission d'urbanisme, une commission paritaire comprenant l'ensemble des listes siégeant au conseil municipal. Nous avons passé en revue, et nous avons pu le faire en 2 séances finalement, nous avons passé en revue l'intégralité des remarques qui nous restaient à traiter. La deuxième séance étant plus particulièrement consacrée aux remarques des personnes associées, donc État, Chambre d'agriculture, qui pour l'essentiel étaient des remarques de pure forme, nous invitant soit à corriger des erreurs matérielles. Parfois, la Chambre d'agriculture nous a dit non, telle parcelle, c'est pas agricole, ou au contraire, celle-ci c'est agricole, le trait a dérapé un peu. Soit un certain nombre d'autres demandes qui étaient de dire faut annexer la carte hydrologique la plus récente avec tel truc de ruisseau, enfin, etc. Sur lequel tout ça ne posait aucun problème. Donc, bon. Et puis, on a traité de l'emplacement réservé de la déchetterie, avec la proposition de le supprimer, et de renommer et de ramener les zones sur le plateau de la Gangeasse à l'identique du classement qu'on a, par exemple, sur le secteur du Saut du Chien, avec une dénomination en NL. Donc, NL, c'est mystérieux, mais si vous venez lire le règlement, derrière, il y a un règlement. Bon, tous ces points qui ont été abordés en commission d'urbanisme lors de la deuxième commission ont été approuvés à l'unanimité. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va donc demander au bureau d'études de mettre à jour les documents, de préparer les documents définitifs, compte tenu des quelques corrections, des quelques adjonctions ou autres règlements. Alors, il y a un point particulier ici qu'on a traité dans cette deuxième commission, je m'excuse, c'est sur le règlement. On avait laissé passer sur les zones U constructibles le fait que ne pouvaient s'installer que des activités de moins de 100 mètres carrés. Ce qui était une erreur manifeste. C'est simple à percevoir. Par exemple, le vétérinaire, le permis du vétérinaire fait un peu plus de 200 mètres carrés. Donc ça voulait dire qu'on n'aurait pas pu installer le vétérinaire. Voilà. Donc on a modifié de fait ces surfaces-là pour qu'elles soient plus compatibles avec des activités commerciales ou de services de ce type-là, qui ne sont pas des très grandes activités, mais qui pour autant, 100 mètres carrés, c'était vraiment un seuil trop bas. Ça devait être un règlement type qu'avait pris le bureau d'études et on ne l'avait pas saisi au passage. Heureusement qu'on l'a vu avant la fin. Voilà, donc vote à l'unanimité. Aujourd'hui, on va demander au bureau d'études de travailler pour nous fournir le plus rapidement possible, et si possible avant début décembre, le document définitif, prenant en compte toutes les choses qu'on a retraitées. Et donc, je vous proposerai d'inscrire l'arrêt du document définitif au Conseil de décembre. Voilà. Donc je pense qu'on mettra un petit alerte, on vous enverra une info dès que le document définitif sera en mairie. De manière à ce que si chacun veut venir
constater la prise en compte de ce qu'on a pu dire en commission, relire un peu, etc. De toute manière, jusqu'au dernier moment, il faut faire des relectures. Parce que le pire, ce n'est pas les décisions qu'on aura prises, parce que celles-ci, elles sont actées et elles vont être prises en compte. Le pire, c'est l'erreur matérielle qu'on n'a pas vue, et qui après devient référence. C'est vraiment du parcelle par parcelle. Il suffit que sur un écart, un lieu, qu'on ait poussé ou pas poussé le trait au bon endroit. Alors c'est le bureau d'études, mais pour qu'après on en hérite. Hein, c'est-à-dire après c'est le document qui fait foi. On peut pas dire, on peut corriger des erreurs matérielles, mais c'est assez délicat. Donc jusqu'au bout, il ne faut pas hésiter à en faire des relectures. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On aura pris notre temps, posément, hein, de concerter, d'enquêter, de discuter, voilà. Et finalement, tout ça se fait dans un climat apaisé. Il n'y a pas de délibération à faire là-dessus, hein, puisque là, on est juste sur une information que je vais vous livre aujourd'hui. Est-ce qu'il vous reste éventuellement des questions? Eh bien, je vous remercie et on se revoit avant d'aller. Ouais. La feuille d'émargement n'est pas passée, alors ne quittez pas, c'est moi qui l'ai piqué. Signez avant de partir. Bougez pas.